projet. Le site n'est pas encore déclassifié, doit être déclassifié par décret présidentiel. Et cela n'est pas fait jusqu'à notre jour. Ils usent trafic d'influence, essayent de monter les populations les unes contre les autres. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Ceux qui veulent l'accepter n'ont qu'à l'accepter dans les emprises qui sont en face de leur quartier. Mais nous, on n'accepte pas de construction d'université en face de nous. Et nous demandons au président de la République, que nous avons toujours soutenu, de ne pas accepter l'érection de cette université-là ici. C'est une université publique, il n'y a aucun problème. Mais une université privée, dans Guédiawaye, c'est malvenu. L'UCM Grand-Bourg, une école à plusieurs difficultés. Le manque de tableaux, l'effectif pléthorique et l'insécurité font partie des mots qui soulèvent la colère des parents d'élèves, élèves et professeurs. Les détails avec Kernodaf. Malgré 15 ans d'existence, le CM de Grand-Bourg court toujours derrière sa reconnaissance administrative et foncière surtout. Dans le litige foncier, il y a même une clôture près de là où les enfants font leur EPS. Comme vous le savez, l'école rencontre d'énormes difficultés de clôture parce que nous avons un problème de statut. Nous avons fait la prison à cause de cette école-là pour pouvoir trouver un terrain d'entente entre les occupants, les anciens occupants de l'école et l'école proprement parlée. Notre école qui s'appelle Saint-Grand-Bourg n'a pas un acte dénominatif, donc on n'a pas de papier. On est là, c'est comme si on est dans l'informel, je ne sais pas. Donc il nous faut ce papier-là pour évoluer. Depuis des années, ça fait 14 ans que l'école existe. Donc et on n'a pas jusqu'à présent un acte pour prouver que l'école existe. D'où les difficultés liées au manque de salles de classe, de murs de clôture et aux effectifs pléthoriques qui freinent la marche de l'école. Nous nous trouvons confrontés à des problèmes de clôture, des problèmes d'espace, des problèmes de salles de classe, des problèmes de matériel didactique. Depuis 14 ans, le CM Grand-Bourg existe. Nous n'avons pas de clôture. Nous n'avons pas de salle de classe. Avec des élèves de 100 par classe, des élèves 3 par table. Il y a des animaux qui traînent dans la cour de l'école. Si on avait une clôture avec un gardien, il y a des situations qui ne vont jamais surgir dans ces situations-là, dans cette école-là. Autre difficulté notée au CM de Grand-Bourg, l'insécurité de plus en plus grandissante qui règne sur les lieux et aux environs. L'école sert de passage aussi bien des animaux, des voitures, des personnes mal intentionnées. Donc on ne sait pas, il n'y a pas de sécurité aussi bien au niveau des élèves, au niveau du corps professoral, qu'au niveau du matériel didactique. Parce que nous sommes constamment victimes de vols au niveau de ces écoles et la destruction des classes, des portes et des fenêtres. Les parents, professeurs et élèves du CM ont offert à la pédiatrie de l'hôpital de Mbour un lot de médicaments en guise de solidarité. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Kernodaf. Kernodaf, nous allons à présent à la découverte d'un village sénégalais frontalier avec la Gambie, Saré Eli, dans l'arrondissement de Maka-Koulibantang, département de Tambacounda, fait frémir, renseigne sur les difficultés, les difficiles conditions de vie et d'existence de ces populations qui manquent de tout et s'approvisionnent dans le pays de Yaya Jammeh avec toutes les difficultés du monde. La seule école de la localité attend encore la fin des récoltes pour démarrer les cours. Face à ces problèmes, les populations interpellent le président Macky Sall. Dans cette correspondance, Alassane Diallo. S'il y a des populations qui vivent dans des conditions misérables ici au Sénégal, ce ne sont personne d'autre que celles qui habitent dans le village de Saré Eli. Cette localité de l'arrondissement de Maka-Koulibantang dans le département de Tambacounda
manque de tout. Je me nomme Mohamedou Ba, je suis le chef de village de Saré Eli. Nous sommes confrontés à d'énormes problèmes. Notre localité n'a ni électricité, ni eau. Ce forage que vous voyez, c'est pour les animaux. Personne ne peut boire l'eau du forage. Il sert à abreuver nos troupeaux. Aucun poste de santé dans la zone. Il nous faut parcourir des kilomètres pour se soigner à bord de Saré avec des pistes défectueuses. Nous sommes à 800 mètres de la Gambie. Si ce n'était pas le village gambien, on est cuit. Tout ce que nous mangeons provient de la Gambie. Pour entrer dans le village gambien, nous payons beaucoup d'argent, le double de ce que les Gambiens payent. Nous sommes dans un village où les conditions de vie sont minables. Dans cette zone frontalière avec la Gambie, l'insécurité est une donnée permanente au point que les populations ne savent plus à quelle force de sécurité se fier. Vous avez constaté de vous-même où est la sécurité. Nous n'avons rien ici, à 800 mètres de la Gambie, avec toutes les difficultés que nous avons. Mais c'est une localité qui doit être sécurisée. Mais rien du tout. On est à la frontière, donc on doit être sécurisé. Ici à Saré Eli, le slogan Obitay Jangtay n'est toujours pas effectif. Une situation qui s'explique selon le directeur de l'école Manko Dabo par le fait que les populations attendent toujours la fin des récoltes pour se procurer des fournitures scolaires. Mon arrivée ici, ce que j'ai constaté, c'est que l'école, vraiment, il y a des problèmes. Nous, les anciens sont prêts, on est là depuis le mois, je suis venu depuis le 2. Mon agent, il est venu ici le 9. Et jusqu'à présent, on est en classe avec... En tout cas, le slogan Ubute Jangtei, même si les anciens sont prêts, il faut dire qu'il y a toujours des difficultés. Attendez, les élèves, ils ont occupé. Ils ont vraiment pris par les parents dans les travaux sans paix. Le slogan Ubute Jangtei, même si les enseignants sont prêts, il faut dire qu'il y a toujours des difficultés du côté des parents aussi. Autre difficulté notée dans le seul établissement scolaire de Saré Eli, l'utilisation des cahiers anglais achetés moins cher en Gambie par les élèves de la localité au profit des cahiers français qui n'existent même pas dans la zone. Parce que les cahiers gambiens là, qu'ils achètent là, c'est pas bon. Là, on écrit l'anglais et là, on écrit français. Les lignes, là, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je les ai demandé. Je suis allé jusqu'à Tamba acheter des cahiers des ardoises et que les élèves. Il y a même des dizaines d'élèves qui m'ont pris comme dette. Jusqu'à présent, j'attends les parents et n'ont pas d'argent. Les populations de Saré Eli qui se débrouillent comme elles peuvent ont attiré l'attention du chef de l'État, Macky Sall. Nous interpellons le président Macky Sall. Macky Sall doit vraiment penser à nous. Nous sommes des Sénégalais et nous sommes très pauvres ici à Saré Eli. Il doit vraiment penser à nous que nous sommes des Sénégalais. Distant de 800 mètres du premier village gambien du nord de Sarangay et 24 km de la commune de Makakoli-Bantan, Saré Eli est un village historique. Peuplé de plus de 1000 âmes, la localité habitée essentiellement par des peuples qui s'adonnent à l'agriculture et l'élevage est difficile d'accès. Pendant l'hivernage, ces populations sont coupées du reste du pays. Alassane Diallo, Saré Eli, Makakoli-Bantan, Radio-Télévision Walfadjri. Merci Alassane Diallo. Les populations de Malika Montagne opposent un niet catégorique à toute dévolution de leur patrimoine au profit de la commune de Keur Massar. Ces habitants de la banlieue menacent de durcir le ton et mettent en garde le maire de Keur Massar, Moustapha Meng, contre toute tentative de collecte de taxes dans leur localité qui regroupe 9 quartiers. Un reportage de Théodore Semedo. Malika Montagne dit non à toute affectation de son quartier au profit de la commune de Keur Massar. Le problème actuellement qui se pose au niveau de notre Malika Montagne, c'est qu'un jour on s'est réveillé, on a vu la commune de Keur Massar vient au niveau de notre marché pour demander des patentes. Et donc, à ce qu'on sache, cet investissement, c'est l'investissement de Malika, n'est pas l'investissement de Keur Massar. Depuis plus de 20 ans, ici présent, là où on parle, il y a des délégués de quartier de partout. C'est la commune de Malika que nous comptons travailler et là nous comptons rester. Nous habitons Malika. Depuis 30 ans, nous cohabitons toujours avec Malika. Nous sommes des résidents de Malika. Alors, pour des raisons politiques, il a été confectionner des papiers politiques pour dire que nous sommes rattachés à Keur Massar. Et nous n'accepterons jamais d'être à Keur Massar. Ces populations qui estiment n'avoir rien obtenu de Keur Massar demandent à l'État de les laisser au niveau de la commune de Malika. Sinon, elles menacent
se faire entendre. L'ancien maire de Malika, Mandione, Seydina Mandione, c'est lui qui était le premier à nous donner une école. On appelle l'école Saket. L'actuel maire de Malika, Talla Gadiaga, il a investi ici. Alors, c'est lui qui a construit l'école. Jamais un sac de ciment n'est jamais venu de Kermassar ici. Le maire de Kermassar, il vient ici peut-être c'est pour prendre de l'argent. Ça ne passera pas. Tout ce qu'on a ici à Souf-Montagne, c'est l'investissement de Malika. Et un seul jour, le maire vient pour nous dire que je vais vous amener comme des bêtes à Kermassar. Nous ne sommes pas de cet habit. Et nous allons nous mobiliser encore pour faire une marche et une pétition par rapport à cette situation. Parce qu'on ne va pas l'accepter. Plus de 20 ans, on est ici. On sait que la commune de Malika, il a investi ici le marché que nous avons tout récemment, et ainsi de suite, l'école que nous votons. Là où on vote, ça se comptabilise au niveau de la commune de Malika. Donc on veut faire savoir le président de la République qu'il vient coûte que coûte régler la situation de cette envergure. Parce que si ça ne s'arrange pas, Moussa Mbengue risquera gros pour venir dans ce territoire pour demander des patentes et ainsi de suite. Parce qu'on ne va pas l'accepter. Ces habitants de Malika Montagne espèrent tout de même que leurs doléances seront prises en compte par le chef de l'État pour leur permettre de vivre en toute quiétude. Théodore Semedo, Malika. Théodore Semedo, restons toujours dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Niarem Limamoulaye, où les militants du parti Bokk Gis Gis menacent de descendre dans la rue. C'est pour exiger la lumière sur les lotissements du littoral avec le maire Aliou Sall, mais aussi pour une démolition des cantines au niveau du lycée Seydina Limamoulaye. Voici Mourtala Seck, il est le coordonnateur de Bokk Gis Gis, au micro de Théodore Semedo. Il n'est pas notre ennemi, il est notre maire. Mais quand il s'agit de l'art de gérer la société, il faut qu'il y ait de la lumière. Nous lui demandons tout simplement de nous éclaircir sur la bande verte, notamment les filaos, parce que les populations en ont besoin. Si toutefois il ne le fait pas, nous allons faire appel à la population de Guédiawaye et à tous les partis composant le front de Manko Wattu Sénégal pour qu'on fasse ici un grand rassemblement, une grande marche. Ce qui est sûr, c'est que s'ils ne nous éclaircissent pas sur ce point, nous allons faire appel à toute la population de Guédiawaye et à tous les partis composant le front Manko Wattu Sénégal, que nous faisons partie, nous, Bokk Gis Gis, de faire un grand rassemblement ici à Guédiawaye pour dénoncer cet acte et de défendre notre patrimoine. Monsieur Beydi, c'est aussi de même. C'est un exigence qu'on fait, qu'il démolit tout magasin qui est au devant de ce lycée. Parce que c'est anormal. L'Assemblée nationale n'est pas une institution digne de son nom. C'est en tout cas la conviction des responsables de Rewmi du département de Mbacké qui pensent aussi que le chef de l'État a montré ses limites. Écoutons Sokhna Boury Mbacké et les responsables Rewmi. Elle s'entretient ici avec Mamadou Makhtar Sarr. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne fait pas la fierté des Sénégalais. Nous, les responsables de Rewmi, nous dénonçons avec la dernière énergie le comportement des députés. Leur rôle, c'est de descendre sur le terrain, apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les Sénégalais. Aujourd'hui, la solution du Sénégal, c'est Idrissa Seck. On voit que Macky Sall et son régime ont montré leurs limites. Le département de Mbacké est confronté à toutes sortes de difficultés. Beaucoup de villages sont confrontés à un manque criant d'eau, d'électricité et un enclavement prononcé. La présidente des femmes du mouvement Rahma, section Medina Mbaba de Kaolack, fustige le comportement des responsables apéristes de ce département. Mame Diarra Diaw évoque un manque de considération des leaders qui ne sont mus que par leurs intérêts. Le mouvement faisait face à la presse. Daouda Sané, leur porte-parole, est avec Amadou Limbaye. Nous avons des responsables incompétents, des responsables qui ne nous considèrent pas, des responsables qui nous ignorent dans tout ce qu'ils font. Et
nous ne pouvons pas gérer ça. Parce que toutes les activités que vous voyez ici dans la paire à Kaolack, nous avons nos mains, nos 2 mains là-dedans. Donc tous les résultats que vous voyez, nous, en particulier c'est nous qui l'avons créé. Oui, ils nous ont laissé en rade. Ça fait très longtemps même. Ils nous ont laissé en rade et nous ne pouvons pas concevoir cela. Nous n'avons jamais reçu de financement. Je dis bien, nous n'avons jamais reçu de financement. Ni d'emploi pour les jeunes, ni rien. Oui, dans la mairie, comme n'importe quelque part aussi. Les responsables ne travaillent pas ici à Kaolack. Ils sont là dans leur voiture, circuler n'importe comment. En tout cas, ils ne travaillent pas. Ils sont là à leurrer le président de la République. Il n'y a rien ici. Ouais, ils nous ont laissé en rade, ils ont laissé les militants en rade. Et je vous dis bien que ce ne sont pas seulement nous qui sont ici à parler. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère et qui sont tapis dans l'ombre, ils ne sortent pas. À Pékin Nord, le Conseil de la jeunesse dénonce la mauvaise politique de l'emploi et le manque de considération de l'État envers les jeunes de la banlieue. Il exige d'ailleurs le départ du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang pour avoir, selon eux, montré ses limites. Alioune Badara Fall est le président du Conseil de la jeunesse de Pékin. Suivons ses propos. Le chômage a atteint aujourd'hui des niveaux très alarmants. Mais nous, en tant que jeunes, nous essayons, à travers ces genres de manifestations et ces genres d'activités, de former la jeunesse pour qu'ils puissent avoir des outils pour affronter le marché de l'emploi. Il y a une discrimination qui se fait par rapport à la jeunesse de la banlieue. Quand la fonction publique recrute, nous sommes, au regret de le dire, les jeunes de la banlieue sont tout simplement zappés et lésés. Et ça, c'est anormal parce que nous aussi, nous faisons partie de la population. Mais il y a aussi de l'autre côté le rôle de l'État, qui a mis en place des structures telles que l'ANPEJ, le FONGIP, le PAPEJ, qui doivent financer les jeunes et les appuyer par rapport à leurs projets. Mais ce que nous constatons, c'est depuis 3 ans, Mame Mbaye Niang avait dit qu'ils ont mis en place un fonds de 500 millions au niveau de Pékin. Mais jusqu'à présent, aucun centime n'est encore décaissé pour la jeunesse de Pékin. Nous lui demandons maintenant de revoir ces financements-là, de revoir ces structures. Parce que depuis lors, ces structures, on a noté que ce sont des structures inefficaces. Donc, nous, en tant que des jeunes de Pékin, nous réclamons notre part par rapport au financement de l'ANPEJ, du PAPEJ et du FONGIP. Parce que nous avons assez attendu ces fonds-là, mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien vu. Et que s'ils disent que les projets des jeunes ne sont pas bancables, je pense que ça, c'est de son ressort. C'est du ressort de l'ANPEJ, du PAPEJ et du FONGIP qui doivent aider les jeunes à rédiger leur business plan. Si ces business plans-là ne sont pas bancables, c'est parce que les services de l'ANPEJ, du PAPEJ et du FONGIP sont incompétents. Ils doivent dissoudre ces services-là. Aujourd'hui, s'ils jugent que les projets ne sont pas bancables, c'est parce que ces structures-là sont inefficaces. Donc, ce sont des incompétents qui gèrent ces structures-là. À la tête de ces structures, donc Mame Mbaye Niang, lui-même, c'est un incompétent. Donc, il doit lui-même démissionner. Magal de Touba 2016, le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, donne le coup d'envoi. Le guide des Mourides appelle par ailleurs les fidèles à s'acquitter de la zakat. Le marabout a renouvelé sa confiance à l'endroit de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Le coup d'envoi du Grand Magal de Touba a été donné par le khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Le guide religieux est largement revenu sur le sens de l'événement qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. Un événement religieux prévu pour cette année, le 19 novembre prochain. Je tiens à rappeler aux musulmans et à tous les fidèles mourides que le Magal de Touba est prévu cette année le 19 novembre. C'est une opportunité pour les fidèles mourides de suivre l'exemple et la voie tracée par Serigne Touba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme, dans sa quête de Dieu et de son prophète Mohammed paix salut sur lui. Il est recommandé aux talibés de faire des récitals de Coran, de Khassida, mais aussi des bernde. Sur un autre registre, le khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké appelle les fidèles mourides à s'acquitter de la zakat, une recommandation du Tout-Puissant.
Concluant ses propos, le khalife général des Mourides a renouvelé sa confiance à l'endroit de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Cheikh Bass mi ay wax nga dikk ci man yoo xam ni li mu wax loo ma ko te lu mu wax rek maa ko wax lu mu wax rek sama kaddu la bàyyi ko kon nag maa ngi leen dénk ngeen jàppal ma ko bu baax. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Makhtar Sarr, quelques notes de sport dans ce journal. Finale Coupe du maire de la zone de Mbadakhoune dans le département de Guinguinéo. Les autorités et les responsables du championnat national populaire ont saisi cette tribune pour réclamer un stade municipal de qualité. La finale opposait l'ASC Manko de Paracel à l'ASC Walidane. L'ASC Manko a battu son adversaire sur la marque d'1-0. Compte rendu de ce match avec Amadou Ribaï. La finale de la Coupe du maire de la zone de Mbadakhoune dans le département de Guinguinéo s'est jouée. Une occasion saisie par les autorités de la localité pour réclamer un stade municipal. Vraiment, c'est un handicap parce que souvent, en général, on est obligé même de reporter des rencontres par rapport au temps, par rapport même à l'obscurité qui pose défaut. Élargir surtout le terrain, les projecteurs aussi. On est obligé même de jouer à partir de 15h, 15h30, 16h. Une commune rurale, vous savez, une commune rurale n'a pas forcément les moyens de faire tout ça, mais quand même nous avons un État, et l'État du Sénégal a une politique sportive à travers son ministère de la Jeunesse et du Sport. En fait, je pense que c'est ce ministère-là qui doit tenter de prendre en charge l'ensemble des questions qui vont dans ce sens-là. Mais il faut vraiment une infrastructure qui s'améliore pour qu'un sport de qualité soit réalisé ici. La finale qui opposait l'ASC Manko de Paracel à l'ASC Walidane de Ndoundour a été finalement remportée par l'ASC Manko de Paracel par 1-0. Amadou Limay, nous en sommes maintenant à la deuxième partie de ce journal qui est consacrée à la page culture qui va d'abord mettre sous le feu des projecteurs le Salon international du pagne africain, la première édition à Dakar. Le thème retenu, entreprendre avec le pagne. Et donc nous irons également à Louga pour parler du festival du folklore et ses problèmes révélés par les acteurs culturels dans cette présentation de Fatoumata Sey. Bonjour et bienvenue dans ce journal de la culture à suivre les préparatifs du Salon international du pagne africain de Dakar qui vont bon train. Le pagne et sa splendeur à découvrir dans cette première édition du CIPADAC prévue du 4 au 6 novembre 2016. Entreprendre avec le pagne est le thème retenu pour cette année. Le comité d'organisation a fait face à la presse. Et puis à Louga, le festival de folklore et de percussion est menacé. L'implication des autorités dans l'organisation de ce grand rendez-vous est la condition sine qua non pour la survie de cet événement culturel selon les acteurs. À suivre leurs réactions. Le Salon international du pagne africain de Dakar est à sa première édition. Il aura lieu le 4 au 6 novembre 2016. La problématique de l'entrepreneuriat féminin sera au cœur du CIPADAC. Entreprendre avec le pagne est le thème retenu pour cette année. Cet événement vise à promouvoir la richesse du pagne africain et verra la participation de nombreux créateurs. Voici quelques réactions recueillies par Ndiabité et Mami Conté. Le wax a une importance capitale en Afrique. Nous devons le valoriser d'autant plus que de nos jours, cette étoffe de tissu est très usitée par les grandes stars américaines. Il y a de l'entrepreneuriat en tout cas autour de ce wax. À travers ce tissu, des artisans créent des sacs, des chaussures, etc. Donc nous devons lui donner de la valeur. N'ayons pas honte de l'acheter à un prix cher. Le wax est aussi une richesse.
Le festival folklore et de percussion de Louga, FESPOP, risque de ne plus se tenir si les autorités publiques ne s'impliquent pas davantage pour le soutenir, prévient Babacar Sarr, président du FESPOP. Il soutient que ce projet culturel qui assiste les collectivités locales à travers des projets communautaires doit être soutenu dans sa vision de développer la région. Babacar Sarr est au micro de Oumar Kairé. Depuis 16 ans, nous y sommes. Depuis 2003, nous avons fait une incursion pour des projets structurants et qui créent des emplois, qui génèrent des revenus, qui donnent des formations, qui assistent les pouvoirs publics, les collectivités locales dans le cadre des projets communautaires. Mais tout ça ne suffit pas. Madame la directrice venait de le dire, si en termes de ratio, l'apport international est plus grand que l'apport national, ça peut créer des risques. C'est pourquoi nous avons davantage intérêt à sensibiliser l'État à travers les ministères de la Culture et du Tourisme, le conseil départemental, les mairies, les chambres consulaires, pour qu'ils mettent davantage du sien pour soutenir le projet culturel FESFOP dans sa vision de contribuer au développement économique de la région à travers l'action culturelle. Mais dans ses objectifs également spécifiques sur les jardins botaniques, sur le tourisme responsable, sur le musée des percussions, la radio, les formations, la décentralisation culturelle qui est en train de s'essaimer sur le territoire régional. Donc vous voyez, toutes ces pistes-là doivent être consolidées. Pour que demain, même si les bailleurs internationaux se retirent, que le FESFOP continue. Mais il ne peut pas continuer avec un ratio fort niveau international, faible niveau national. C'est pourquoi nous sensibilisons davantage les pouvoirs publics à tous les échelons, à toutes les stations, État, département, ville, chambre consulaire et autres, pour que tous s'emballent, pour que le plaidoyer du FESFOP soit amplifié, soit renforcé pour sa durabilité. Retenez également que le chercheur burkinabé Yopeko Somé a reçu ce samedi le grade de docteur d'État d'égyptologie de l'UCAD pour sa thèse intitulée L'Égypte ancienne, un système du monde, un travail scientifique qui lui a valu la mention très honorable. Le docteur d'État inscrit à l'école doctorale Arts, Culture et Civilisation de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'UCAD a effectué un excellent travail, produit un document bien écrit et bien construit dans une démarche spirale, un résultat qui atteste du dynamisme à l'école africaine de l'égyptologie selon le président du jury, le professeur d'histoire ancienne, Babacar Bouba Diop. Et c'est tout pour ce journal de la culture. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres informations culturelles. D'ici là, prenez soin de vous. Fatoumata Sey, merci. À présent, la revue de la presse avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Alerte dans le Fouta, des terroristes se signalent au nord du pays, annonce Walf Quotidien qui informe que les agents de renseignement sont dépourvus de moyens. À sa page 2, le quotidien de Front de Terre parle de présence d'individus suspects dans le nord, plongeant le Fouta dans la psychose des terroristes. Les populations du nord sont hantées par la présence depuis quelque temps d'individus armés de fusils automatiques, poursuit le journal, dépeints comme des djihadistes venus des pays voisins. Alertés par cette psychose, les forces de défense et de sécurité sont à la traque de ces personnes hors du commun. Ces personnes encagoulées, renseignent des sources dans l'article, qui pourraient venir de pays voisins, sont passés par le village de Tiguéré, décrit comme étant un lieu de passage clandestin des grands bandits. Alerte au nord du pays, 4 djihadistes terroristes Matam, revient le quotidien qui informe que la gendarmerie a lancé la traque. 4 individus armés de Kalachnikov sont activement recherchés par la compagnie de gendarmerie de Matam qui
qui ne cesse de multiplier les descentes, fait savoir toujours le journal qui cite une source sécuritaire. Ils auraient profité des frontières poreuses pour traverser la frontière avec la Mauritanie en passant par le village de Tiguéré-Siré situé sur le bras du fleuve Doué pour atterrir à Matam, a expliqué la source jointe au téléphone. Les suspects se déplaceraient à l'aide de vélos tout-terrain et seraient armés jusqu'aux dents. La gendarmerie a reçu l'information selon laquelle les individus en question seraient dans la commune de Matam depuis le mardi à minuit. Néanmoins, les gendarmes restent confiants. Une confiance justement que le chef de l'État Macky Sall témoigne à Ousmane Tanor Dieng lors de son installation comme président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le journal poursuit: Macky à Tanor, vous avez ma totale confiance. Le chef de l'État a rendu les honneurs au secrétaire général du Parti socialiste pour qui servir la République a toujours été pour lui une vocation et qui ne manque cependant pas de faire remarquer que l'acceptation de l'honneur n'est en rien un reniement. Macky et Tanor renouvellent leur pacte, revient populaire parlant de la cérémonie d'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. Macky de souligner: en vous ma confiance est totale. À Tanor de répondre: votre confiance m'oblige. L'hommage du président du Haut Conseil des collectivités territoriales à la République, dixit populaire qui revient sur le discours du président de la dite institution qui déclare: votre confiance m'oblige, je la porterai comme une exigence tout au long de mon mandat sans excès ni faiblesse. Nommé président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Macky met Tanor sur Djibo, rebondit Walf Quotidien qui livre: Djiboka accepte ce qu'il avait refusé il y a 20 ans. Le leader de l'URD accepte d'être sous les ordres d'Ousmane Tanor Dieng alors qu'en 1996, il avait claqué la porte du Parti socialiste pour protester contre le choix de Diouf de faire de son rival Ousmane Tanor Dieng le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est maintenant officiel, renseigne le quotidien de Front de Terre qui souligne qu'Ousmane Tanor Dieng est devenu le président du Haut Conseil des collectivités territoriales et il devient par la même occasion la troisième personnalité de l'État après le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Il dirige 149 hauts conseillers et sous ses ordres un certain Djiboka. Au Conseil des collectivités territoriales installé avec faste, Macky Sall gonfle Tanor, Macky chante Tanor, les gages de Tanor, le Haut Conseil des collectivités territoriales creusé d'une démocratie participative reviennent tour à tour. La Tribune, Rewmi Quotidien, Enquête et Le Soleil qui passe de témoin au témoin pour témoigner de l'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales avec Tanor qui revient aux affaires 16 ans après, souligne au chef de l'État: vous me donnez une belle occasion d'être au service de la République. Macky Sall de lui rétorquer: j'ai une confiance totale en vous. À sa page 7, le journal parle de véritables textes fondateurs et magistral. Le discours prononcé par Ousmane Tanor Dieng à l'occasion de son installation comme président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une institution qui est une nécessité de gouvernance selon son président parce qu'elle consacre la gestion inclusive et participative des territoires. Elle consacre la permanence du dialogue. L'immense défi qui attend Tanor Dieng, dixit Jourgi, qui déclare que Macky Sall a bien réfléchi avant sa nomination. Direct Info de revenir: ils ont traversé tous les régimes, ces dinosaures qui refusent de se reposer. L'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le CESE, assimilable à des maisons de retraite. L'Observateur fait observer les carnets secrets de Moustapha Cissé. Dans ses confidences, le calife de Pire parle du jour où Diouf s'est rebellé contre Senghor, des coulisses du départ de Senghor en 1980, le Parti socialiste qui est en agonie à cause de Abdou Diouf, confie-t-il, et la calomnie dont il a fait objet auprès de Maître Wade qu'il a limogé. Le marabout revient dans l'évidence pour mettre en évidence ses déclarations, je cite: dans le domaine politico-religieux, tout est chamboulé au Sénégal. Serigne Moustapha Cissé dénonce les grandes gueules qui ne maîtrisent pas le Coran et qui occupent les médias. Ses rapports avec Senghor, Diouf, Wade et Macky, pire, la cité religieuse qui abrite le premier dara de la sous-région depuis 5
1603 et la polémique sur le pétrole qui est un problème car, dit-il, c'est que tout le monde veut sa part. Reparlons du meurtre du taximan Ibrahima Samb. Enquête livre ce matin un retour de parquet pour Ousseynou Diop. Rewmi Quotidien renchérit. Ousseynou Diop présenté au juge aujourd'hui. Ousseynou Diop encore chez le procureur. Le bourreau de Yankhoba Dramé arrêté. Dixit la Tribune qui explique dans ses tribunes que la violence semble prendre le pas sur la quiétude des habitants dans la banlieue de Dakar avec le meurtre de 2 personnes froidement abattues en l'espace de 24 heures. L'une par balle à la station Shell de Yoff et l'autre à coups de couteau à Cambérène, Tali Ndiaga Mbaye. Scandale présumé dans les comptes de Sénégal Handling Service, 1 milliard viré par le Panama Libération. Violation de la loi anti-tabac, wiri dans le collimateur de la Listap, mais en Zoom Info qui parle des USA et de la France qui déclenche une guerre froide dans le conflit géostratégique sur le pétrole sénégalais. Prenons la direction des stades avec Stade, le quotidien du sport qui met sur la pelouse défense centrale des Lions, Kara blessé, Zargo en pôle. Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises, plaque dans l'arène la saison 2016-2017, ouverture depuis hier et s'exclame l'arène reprend ses droits. Le journal parle de 9 mois de spectacle, de joie, de tristesse, de suspense. B52 contre Me, Modou Lo contre Lac 2, Papa Sow contre Ama en attraction. Bonne lecture. Ramatoulaye Sarr, merci. Et c'est prend fin ce journal qui a été réalisé par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Merci Con Esthétique également à Abindour. D'autres informations sera à 14h avec Seydina Omar Ba. Merci d'avoir suivi et encore une fois, merci de votre fidélité à Walf TV.